Bienvenue sur notre chaîne. Pour des raisons de confidentialité, les noms et les lieux ont été modifiés. Par une fraîche matinée d'automne d'octobre 2015, Alice Mala, 17 ans, accompagnée de Alain Batty et Luc Martin, tous deux âgés de 16 ans, partit pour un week-end de camping dans la Floride, près d'une ancienne route forestière. Ils ne sont jamais revenus. Malgré une enquête approfondie qui a notamment permis de découvrir leur campement étrangement silencieux et des traces de pneus menant à une sablière voisine, les 3 adolescents ont disparu sans laisser de traces. Pendant 7 longues années, leurs familles ont vécu dans une angoisse insoutenable, hantées par la forêt désolée. Puis, en octobre 2022, une macabre découverte fut faite au cœur de ces mêmes terres désolées. Un tronc de cèdre portant leur nom fraîchement gravé. Voici l'enquête complète sur ce qui est arrivé à Alice, Alain et Luc et sur l'identité de celui ou celle qui a perpétué leur mémoire de façon si glaçante. La Floride, vaste étendue de forêts denses et de sols sablonneux dans le sud-est des États-Unis, offre un calme particulier. C'est un paysage à la fois magnifique et inquiétant, où de majestueux pins s'élancent vers un ciel indifférent et où d'anciennes routes forestières serpentent à travers une nature sauvage quasi impénétrable. L'une de ces routes désaffectées, à peine plus qu'un sentier oublié, menait à un endroit particulièrement reculé, un lieu où les bruits de la civilisation s'estompaient complètement, remplacés par le bruissement des feuilles et les chants lointains d'oiseaux invisibles. C'est là, au cœur de cet isolement profond, que 3 adolescents choisirent de passer un week-end en camping. Alice Mala, 17 ans, était la plus âgée, connue pour son rire communicatif et son organisation impeccable. Alain Batty, 16 ans, affichait une assurance tranquille et un don pour l'orientation, tandis que Luc Martin, également âgé de 16 ans, insufflait un enthousiasme contagieux à chaque aventure. C'étaient des adolescents comme les autres, attirés par la promesse de liberté et de camaraderie qu'offrait un week-end à la Belle Étoile. Leurs préparatifs étaient classiques, tentes, sacs de couchage, matériel de cuisine et suffisamment de provisions pour les 2 nuits prévues. Ce voyage était une simple escapade, un rituel courant pour d'innombrables jeunes en quête d'un bref répit loin des cours et des responsabilités. Leur excitation était palpable dans les jours précédant leur départ, leurs projets tout à fait normaux. Cependant, leur retour ne s'est jamais concrétisé. Plusieurs jours après la date prévue de leur retour, une équipe de recherche s'est aventurée dans la partie reculée de la Floride. Ce qu'ils ont découvert sur le lieu de campement était d'une précision glaçante. Les tentes étaient encore montées, leurs sacs de couchage soigneusement roulés à l'intérieur. Des sacs à dos, remplis de leurs effets personnels, étaient empilés contre un arbre. Le réchaud portatif était propre, la glacière pleine de nourriture non consommée. Aucun signe de lutte, aucun matériel renversé, aucun objet abandonné ne laissait présager une fuite précipitée. Le campement était méticuleusement rangé, comme si ses occupants avaient simplement décidé de partir, mais un silence étrange, lourd de sens, régnait. L'absence des adolescents eux-mêmes, contrastant avec l'ordre impeccable de leur campement, instaura un profond malaise. Seules de légères traces de pneus, se détachant nettement sur le sol sablonneux et s'éloignant du campement, venaient perturber ce tableau inquiétant. Les enquêteurs suivirent méticuleusement leurs traces, qui s'enfonçaient toujours plus profondément dans la lande, pour finalement les mener à une sablière connue, située à plusieurs kilomètres de là. Alors que les premières heures se transformaient en jours sans aucune nouvelle des 3 amis, l'inquiétude de leur famille fit place à une panique indescriptible. Un avis de disparition fut déposé, mais la gravité de la situation pesait lourdement sur tous ceux qui y étaient impliqués. 3 jeunes vies avaient disparu sans laisser de traces dans l'étreinte silencieuse et impitoyable de la Floride. Le garde-chasse Jacques Trévaux, un homme qui avait passé sa carrière à arpenter le paysage complexe et souvent hostile de la Floride, fut parmi les premiers représentants des forces de l'ordre à arriver au campement désert. Son évaluation initiale confirma les rapports inquiétants, un campement parfaitement conservé, vide de ses occupants.
Trévaux, fort de ses années d'expérience dans les recherches en milieu sauvage, comprit immédiatement la gravité de la situation et commença à superviser les vastes opérations de recherche. L'enquête se concentra d'abord sur les faibles traces de pneus s'éloignant du campement. Ces marques dans le sol sablonneux étaient les seuls indices tangibles de déplacement, une piste désespérée que les équipes de recherche tentaient de suivre. L'espoir était grand au départ que cette piste permettrait de résoudre rapidement le mystère. Des équipes au sol, des unités cynophiles et une surveillance aérienne furent déployées, ratissant minutieusement la forêt dense le long de la trajectoire de la trace qui pointait inexorablement vers la sablière identifiée. La fosse elle-même, une vaste étendue de terre meuble parsemée de gouffres dangereux, devint une zone de recherche prioritaire. Les enquêteurs, y compris des équipes de plongeurs, en explorèrent minutieusement les profondeurs, espérant y trouver un véhicule, des corps ou tout autre indice susceptible d'expliquer cette disparition soudaine. Cependant, l'immensité et l'impitoyabilité de la Floride mirent rapidement à rude épreuve leurs efforts. La végétation dense, le réseau labyrinthique de sentiers oubliés et les sables mouvants de la carrière elle-même constituèrent des obstacles redoutables. Malgré les ressources concentrées et les efforts inlassables de dizaines de secouristes, la carrière de sable resta introuvable. Aucun véhicule, aucun effet personnel, aucune trace d'Alice Mala, Alain Batty ou Luc Martin. Les jours se muèrent en semaines et l'urgence initiale laissa peu à peu place à une frustration grandissante. Chaque piste semblait se dissiper dans le même silence qui avait englouti les adolescents. Le paradoxe d'un campement impeccablement rangé et intact, contrastant avec l'absence totale des 3 jeunes filles, continuait de déconcerter les enquêteurs. Les recherches exhaustives n'avaient apporté aucune réponse, ne faisant qu'accroître le mystère. L'affaire, vieille de quelques semaines à peine, se heurtait déjà à la réalité glaçante que la Floride gardait jalousement leur secret et pour l'instant, le sort des 3 campeurs demeurait une énigme impénétrable. Les premières semaines de recherche frénétique pour retrouver les 3 enfants laissèrent peu à peu place à une angoissante impasse. Alors que le feuillage dense de la Floride passait du vert estival aux teintes dorées de l'automne, puis au gris austère de l'hiver, l'espoir de retrouver les adolescents vivants s'amenuisait de jour en jour. Les recherches exhaustives au sol, les équipes cynophiles et la surveillance aérienne n'avaient rien donné. Les traces de pneus menant à la sablière, jadis un espoir, étaient devenues une impasse, laissant les enquêteurs sans véhicule, sans corps et sans explication à la disparition brutale de ces 3 jeunes vies. Les ressources, autrefois abondantes, commencèrent à s'amenuiser. L'intérêt public initial, alimenté par le caractère mystérieux de la disparition, s'estompa peu à peu, remplacé par d'autres faits divers, d'autres tragédies. L'affaire, faute de nouveaux éléments ou de renseignements exploitables, fut finalement classée sans suite. 7 années s'écoulèrent, chacune ajoutant une nouvelle couche de poussière au dossier, une année de plus de questions sans réponse pour les familles, une année de plus où la Floride gardait ses secrets. Pour les autorités, le dossier restait ouvert mais inactif, un rappel constant d'un mystère non résolu. L'énigme centrale persistait, rongeant la conscience collective de cette petite communauté. Qu'est-ce qui avait poussé 3 adolescents à quitter un campement soigneusement aménagé sans laisser de traces? Où les empreintes de pneus les avaient-elles menés, sinon à la sablière? Avaient-ils croisé quelqu'un dans cette nature sauvage et isolée? Ou bien le paysage impitoyable les avait-il engloutis, irrémédiablement réduit à néant toutes les recherches? Ces questions pesaient lourd, un silence perpétuel résonnant dans l'immensité indifférente de la forêt. Pour des personnes comme le garde-chasse Jacques Trévaux, le temps n'effaçait guère la sombre réalité de l'affaire. Bien que ses tâches quotidiennes se soient déplacées vers d'autres sujets, le souvenir du campement immaculé et des adolescents disparus demeurait, un fardeau professionnel qui ne le quittait jamais vraiment. La Floride poursuivait son cycle de saisons, vastes et silencieuses, gardant leurs secrets avec une résolution impénétrable, laissant le sort d'Alice, Batty et Luc au domaine des spéculations et aux échos déclinants d'un espoir perdu. Cette année s'était écoulée depuis la disparition des 3 jeunes filles, une période durant laquelle la forêt avait continué son cycle implacable de croissance et de déclin.
préservant ses secrets d'une indifférence silencieuse. L'affaire, depuis longtemps classée, s'était estompée de la mémoire collective. Mais pour ceux qui y étaient intimement liés, les questions persistaient, un écho perpétuel dans l'immensité sauvage. Alors que l'automne parait les Barents de teintes dorées et brunes feutrées, une rencontre fortuite brisa le silence pesant. Jean Pirat, un chasseur du coin, s'aventurant sur un sentier peu fréquenté au cœur des bois, fit une découverte inattendue. À moitié dissimulé par un enchevêtrement de broussailles et de fougères, un tronc de cèdre abattu gisait au travers du chemin. C'était un spectacle courant dans les Barrens, des arbres succombant à l'âge ou aux tempêtes, se fondant dans le sol forestier. Mais à mesure que le chasseur s'approchait, quelque chose sur sa surface usée attira son regard. L'écorce, marquée par des années d'exposition aux intempéries, portait les traces à peine visibles, presque imperceptibles, d'anciens graffitis oubliés, témoignages de générations de vagabonds anonymes. Pourtant, au milieu de ces marques effacées, 3 noms se détachaient avec une clarté saisissante, gravés dans le bois. Alice Mala, Alain Batty, Luc Martin. Les noms des adolescents disparus, gravés avec une précision indéniable, nous fixaient du regard depuis le bois ancien. Ce qui frappa immédiatement le chasseur, et qui allait s'avérer par la suite être le détail le plus crucial, fut l'état de ces gravures. Contrairement aux initiales et symboles environnants, usés par le temps, les inscriptions étaient d'une netteté remarquable. Leurs contours étaient précis, le bois exposé sous l'écorce encore claire, sans aucune trace d'altération significative, ni de patine profonde. Elles étaient fraîches, un contraste saisissant avec les marques plus anciennes, presque indéchiffrables, qui ornaient le reste du tronc. Cette découverte surprenante bouleversa la paisible communauté et, plus important encore, réveilla les dossiers restés au point mort de cette affaire non résolue. Le tronc de cèdre fut soigneusement récupéré et transporté, son inscription macabre ravivant un mystère longtemps enfoui sous des années de silence. Le garde-chasse Jacques Trévaux, qui avait été parmi les premiers sur les lieux 7 ans auparavant, fut immédiatement informé. La découverte n'était pas un simple mémorial, mais un message poignant et troublant, insufflant une vie nouvelle et sinistre aux gravures disparues de la Floride. Le tronc de cèdre portant les noms des enfants gravés avec une fraîcheur glaçante brisa instantanément le silence qui régnait depuis 7 ans sur leur disparition. La découverte d'un lien matériel évident et indéniable avec les adolescents disparus a relancé l'enquête. La question initiale de leur disparition s'est trouvée inextricablement liée à une nouvelle interrogation troublante. Qui avait gravé leur nom et pourquoi ? L'enquête, d'abord une recherche infructueuse de corps ou d'un véhicule, s'est transformée en une traque ciblée d'un individu. Pour déchiffrer le détail crucial des gravures, à savoir leur âge, les autorités ont fait appel à une expertise scientifique spécialisée. Le docteur Sophie Pittiot, dendrochronologue de renom, a été sollicitée pour analyser le tronc de cèdre. Sa discipline, la dendrochronologie, consiste à étudier les cernes des arbres pour déterminer des dates et reconstituer des événements passés. En examinant attentivement les cernes de croissance du bois et les dommages cellulaires spécifiques causés par les outils de coupe, le docteur Pittiot a pu dater précisément les incisions. Cette méthode scientifique laissait entrevoir la possibilité d'établir définitivement si les gravures avaient été réalisées au moment de la disparition ou, plus inquiétant encore, des années plus tard. Les enquêteurs ont également réexaminé les lieux, notamment la zone isolée où le tronc avait été découvert. Cela les ramena vers des personnes connaissant parfaitement la Floride, notamment Éric Samy, propriétaire de la Sablière, qui avait été au cœur de leur première recherche infructueuse. Sa propriété bordait les chemins forestiers et ses décennies passées dans la région lui conféraient une connaissance inégalée de ses sentiers cachés, de ses habitués et de ses recoins isolés. Ces informations sur les personnes susceptibles de fréquenter un lieu aussi reculé ou de posséder les connaissances spécifiques nécessaires pour s'orienter sur ce terrain accidenté s'avérèrent inestimables. L'enquête, relancée avec une grande intensité, a été minutieusement examinée. Chaque fibre du tronc de cèdre, chaque détail de son emplacement et chaque lien potentiel avec la région ont été passés au crible. Les implications de ces coupes nettes étaient profondes.
Si les gravures étaient récentes, cela signifiait que quelqu'un non seulement était au courant de la disparition, mais avait activement, voire obsessionnellement, entretenu le souvenir des adolescents disparus dans cette même nature sauvage qui les avait engloutis. Cet individu, désormais au cœur de l'enquête ouverte, cachait un lourd secret, et la course pour le découvrir avait commencé. Le laboratoire du docteur Sophie Pittiot devint le centre névralgique de l'enquête relancée. Avec une précision méticuleuse, la dendrochronologue examina le tronc de cèdre, concentrant son expertise sur les lésions cellulaires caractéristiques à l'intérieur des cernes de croissance du bois. Chaque entaille pratiquée par un outil laisse une signature spécifique, une perturbation du cycle de croissance naturelle de l'arbre, qui, combinée aux cernes annuelles connues, permet une datation précise. Son analyse était méticuleuse, comprenant un examen microscopique et des études comparatives de la réaction du bois aux incisions. Les résultats, lorsqu'ils furent finalement communiqués, furent un choc pour l'équipe d'enquêteurs. Les sculptures des noms des enfants n'avaient pas 7 ans. Les conclusions du docteur Pittiot ont confirmé que les entailles étaient remarquablement récentes, certaines datant de quelques mois seulement, d'autres présentant des signes de retouches successives. Le bois exposé, bien que commençant à s'oxyder, n'avait pas subi le processus d'altération complet, attendu pour une inscription vieille de 7 ans. Cette révélation fut capitale, anéantissant l'hypothèse initiale selon laquelle le tronc était un vestige de l'époque de la disparition. Au contraire, cela indiquait une présence bien plus sinistre et active. L'implication glaçante était indéniable. Quelqu'un retournait régulièrement dans ce lieu isolé de la Floride, réinscrivant sans cesse les noms des adolescents disparus. Il ne s'agissait pas d'un simple acte de commémoration, mais d'un entretien constant, presque rituel de leur mémoire, gravée dans le bois vivant. La personne responsable possédait une connaissance intime et ancienne des natures sauvages désolées reculées, en particulier de la sablière et de ses gouffres traîtres, ce qui laisse supposer un lien avec le lieu. Cette personne n'était pas seulement au courant de la disparition, mais avait cultivé une relation continue, peut-être obsessionnelle, avec l'absence de la victime, prenant soin de ses noms dans la nature sauvage qui l'avait englouti. L'enquête prit un tournant radical. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver les adolescents disparus, mais aussi de celui qui cachait ce lourd secret, celui qui avait fait naître leurs souvenirs dans les bois. Cette personne, forte de sa connaissance intime de ce territoire impitoyable, devint alors la cible principale et glaçante d'une traque renouvelée et acharnée. La Floride, jadis témoin silencieux, semblait désormais murmurer une vérité morbide, désignant un gardien des secrets locaux. Le mystère des sculptures sur tronc de cèdre, qui avaient brisé 7 années de silence, ne portait plus sur leur date de création, mais sur leur hauteur et leur motivation. Les découvertes dendrochronologiques du docteur Pittiot avaient définitivement résolu cette énigme. Les noms d'Alice Mala, Alain Batty et Luc Martin n'étaient pas des monuments figés dans le temps, mais un message vivant, patiemment ravivé au fil des ans. Il ne s'agissait pas d'une relique du passé, mais d'une action concrète et continue. La vérité glaçante transperçait désormais le cœur de l'enquête. Pendant 7 ans, une personne était retournée dans ce coin reculé de la Floride, entretenant les noms, préservant leur mémoire dans un rituel macabre. Cette personne possédait une connaissance profonde et intime de la nature sauvage, en particulier de la dangereuse sablière et de ses gouffres cachés. Un habitant du coin, indissociable du paysage même qui avait englouti les adolescents. Cette découverte, sans ramener les adolescents chez eux, offrait la première piste concrète et précise depuis près de 10 ans. Les recherches, qui s'avéraient impossibles à travers un vaste territoire, s'étaient recentrées sur la traque d'un individu précis, une présence invisible qui avait veillé en secret.
Le garde-chasse et son équipe avaient désormais un visage à imaginer, un motif à découvrir et une zone géographique précise à examiner. L'attention se portait non plus sur le lieu de la disparition, mais sur l'identité de celui ou celle qui se cachait derrière cet acte de commémoration troublant. Malgré cette révélation bouleversante, le sort final d'Alice, Alain et Luc demeurait un mystère impénétrable dans la Floride. Les gravures offraient un aperçu glaçant de l'esprit d'une personne liée à leur disparition, mais elles n'expliquaient pas le campement bondé, ni les traces de tir, ni les derniers instants des 3 adolescents. Le mystère des gravures était résolu, mais les questions fondamentales, quoi qu'il est arrivé aux adolescents et où repose leur corps, demeuraient sans réponse, obsédantes. La découverte des noms gravés à nouveau avait irrévocablement changé la nature de l'affaire, transformant un dossier classé en une enquête active et urgente. La Floride recelait toujours ses secrets, mais l'identité de celui ou celle qui les avait gardés pendant des années était désormais à portée de main. L'histoire d'Alice, Alain et Luc ne se résumait plus à leur disparition. Il s'agissait des agissements sombres et persistants d'un individu inconnu. L'implication troublante était claire. Le coupable était toujours en liberté, peut-être même parmi les habitants, détenteurs de la vérité sur ce qui s'était réellement passé. La poursuite acharnée se poursuivit, forte de cette nouvelle et sombre compréhension, sachant que le gardien des noms pourrait être aussi le gardien de la vérité ultime. Merci d'avoir regardé. Nous vous proposons une autre vidéo en cliquant sur le lien ci-contre. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner si vous voulez en regarder davantage, et de mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire fascinante.